Ok, alors donc je vais vous faire un petit discours sur les abeilles et les menaces qui pèsent sur les abeilles, tout ça. Il y aura un petit peu de vocabulaire technique, donc j'ai décidé de tout vous donner en français et en anglais pour que vous puissiez bien le réutiliser. Alors, donc le sujet général du discours, c'est le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Et en anglais, ils appellent ça Colony Collapse Disorder. Colony Collapse Disorder. CCD. On peut le dire comme ça, CCD en anglais. Colony Collapse Disorder. Les abeilles ouvrières, c'est les worker bees. Peut-être que je mentionnerai aussi la queen bee. Je vais parler des services écosystémiques, ecosystem services, que rendent les abeilles à l'environnement. Je vais parler de pollinisation ou pollinisateur. En anglais, c'est un petit piège, c'est pollination ou pollinator. Voilà. Je vais parler brièvement des néonicotinoïdes. Néonicotinoïdes, pareil en anglais, ou si vous préférez en anglais, vous pouvez dire neonics. Neonics. Je vais parler de d'autres insectes, notamment le frelon asiatique. Le frelon asiatique, qui est aussi appelé frelon à pattes jaunes, et en latin, il s'appelle Vespa velutina. Vespa velutina, et donc en anglais, Asian hornet. Asian hornet. Moya, corrige-moi si je me trompe, hein, n'hésite pas. Ou Alana, n'hésite pas à me dire si je me trompe. Et donc Asian hornet ou yellow-legged hornet. Je vais utiliser le verbe butiner. En anglais, to forage ou to gather pollen. To gather pollen. Je peux parler de piqûre d'abeille, sting. Piqûre d'abeille, sting. Je vais parler d'une petite bête dégoûtante qui s'appelle Aetina tumida en latin. Aetina tumida ou petit coléoptère des ruches. Petit coléoptère des ruches. Petit coléoptère des ruches. En anglais, il s'appelle le small hive beetle. Small hive beetle. Et d'une autre bébête qui s'appelle le Varroa destructor. Ça s'appelle comme ça en français et en latin. Et pareil en anglais, Varroa destructor. Je vais parler de nuisibles ou de bioagresseurs. On peut dire peste. Donc les nuisibles, peste. De rayons de miel, honeycomb. Et je vais parler enfin, dernier mot de vocabulaire promis, on peut parler de cheptel. Pour la population d'abeilles, on peut dire un cheptel. Donc c'est population. On ne va pas dire herd ou un truc comme ça, on va dire population pour le cheptel d'abeilles. Le nombre d'abeilles, quoi. Ok. Eh bien, si vous êtes toutes prêtes, je vous propose de commencer. Alors, bonsoir, mesdames. Alors, je vais vous proposer un petit texte sur les abeilles parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais je vous préviens tout de suite, je ne suis pas du tout une experte. J'essaye autant que possible d'être neutre dans le cadre de ces conférences. Donc voilà, ne m'en tenez pas rigueur si jamais je suis un peu à côté ou si vous pensez que j'ai tort, mais j'ai essayé d'être un peu sérieuse dans mes recherches et de pas trop... et de vulgariser un petit peu aussi, si possible. Voilà, donc j'aimerais vous parler des menaces qui pèsent sur les abeilles, en particulier en Europe, et en quoi ça constitue un problème. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression en conduisant en voiture, sur l'autoroute par exemple, cette impression qu'il y a beaucoup moins d'insectes qui s'écrasent sur votre pare-brise qu'il y a 5-10 ans, quand vous étiez enfant? Eh bien, ce n'est pas vraiment une impression. Beaucoup de gens en parlent et c'est ce qu'on appelle, si on veut, le syndrome du pare-brise propre. Donc aujourd'hui, on ne va pas prendre les insectes dans leur ensemble, on va se concentrer sur les abeilles.
Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me concentrer sur les abeilles? Elles sont importantes au niveau mondial parce qu'elles rendent aux êtres humains et à la nature ce qu'on appelle des services écosystémiques. Ça veut dire que, comme vous le savez tous, elles participent activement à la pollinisation des végétaux, des fleurs. Bien sûr, la pollinisation, c'est pas seulement les abeilles. La pollinisation, ça peut passer aussi par l'air, le vent qui transporte les éléments reproducteurs d'une plante pour féconder la fleur d'à côté. Ça passe aussi par les abeilles sauvages. Mais tout de même, je voulais me concentrer sur les abeilles domestiques ce soir parce que les abeilles domestiques des exploitations apicoles, exploitées par les apiculteurs, sont très importantes. Selon l'INRA, qui est l'Institut national de recherche agronomique, 80% des plantes à fleurs et 35% de la production de nourriture pour êtres humains dépendent directement des pollinisateurs. Et c'est particulièrement le cas pour plusieurs arbres fruitiers, par exemple les pommiers, les amandiers ou encore les cerisiers. Beaucoup d'apiculteurs donc qui possèdent des ruches parlent d'un syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. L'idée, c'est donc que le nombre d'abeilles, le cheptel mondial d'abeilles, diminue d'année en année, selon eux. C'est un phénomène qui est apparu à la fin des années 1990. Et la particularité, ce qui est vraiment étrange avec ce phénomène, ce syndrome d'effondrement, c'est que il y a une absence totale de cadavres d'abeilles autour de la ruche. C'est en fait une désertion générale, brusque, totale de la ruche. Tout à coup, vers la sortie de l'hiver, généralement, à la fin de l'hiver, tout à coup, l'apiculteur arrive devant sa ruche et il n'y a plus personne. Alors c'est assez difficile de mesurer le phénomène. Il y a eu, heureusement, le réseau international Colossus, qui a été créé en 2008 pour remédier à cela, pour un peu mieux comprendre et mesurer le phénomène. Par exemple, entre 2006 et 2007, une étude a été menée sur 13 États européens. Alors 9 États sur les 13 ont répondu à l'enquête. Et sur ces 9 États, tous ont informé le programme qu'il y avait effectivement un taux de mortalité supérieur au taux normal, qui était autour de 10%. Donc les abeilles mouraient plus que d'habitude. Entre 2009 et 2010, les chiffres d'effondrement, de mortalité des colonies varient beaucoup d'un pays à l'autre. On a dans certains pays 7% de taux de mortalité, dans d'autres pays on a un taux de mortalité de 30%. Donc tout de même des gros facteurs de variation. D'après les apiculteurs eux-mêmes, donc là c'est vraiment les producteurs en personne qui parlent, il y a plusieurs explications. Soit un problème avec la reine dans la ruche, soit un problème de famine, de manque d'alimentation, soit la présence du varroa. Je reviendrai sur le varroa dans quelques instants. Selon de nombreux détracteurs, selon de nombreux observateurs, depuis les années 2000, l'ennemi numéro 1 des abeilles, ce sont certains produits chimiques, notamment certains produits utilisés dans l'agriculture. Je veux parler notamment des pesticides. Quand on parle de pesticides et d'abeilles, le premier mot qui nous vient à l'esprit, notamment à cause du battage médiatique, le premier mot qui nous vient à l'esprit, c'est néonicotinoïdes. Alors effectivement, ce sont bel et bien des produits chimiques qui sont employés comme insecticides. Il y a plusieurs types de néonicotinoïdes, je vais vous épargner. Les néonicotinoïdes agissent avec un impact sur le système nerveux central des insectes, et c'est comme ça qu'ils tuent les insectes. Et récemment,
en 2018, 2020, etc. Très très récemment au Luxembourg, il y a eu des grosses vagues d'interdiction de produits considérés comme toxiques. Au Luxembourg, c'était le glyphosate, pardon, je m'égare. Cependant, il y a beaucoup de contestations autour des études, beaucoup, disons, oui, de critiques. Certains estiment que dans ces études, les doses auxquelles les abeilles sont soumises, en laboratoire donc, sont largement supérieures à ce qui se passe dans un champ, dans la nature. Et effectivement, j'ai moi-même eu un problème en préparant ce discours. J'ai essayé de trouver différentes études pour un peu étayer les différents arguments pour, contre, etc. Et le problème, c'est que je trouvais énormément d'études contradictoires et de résultats contradictoires et d'hypothèses contradictoires. Par exemple, en 2015, on a eu deux études différentes avec deux équipes différentes, sauf que deux personnes de la première étude étaient également présentes dans la deuxième étude, donc deux chercheurs en commun. Et les résultats de la première contredisaient la deuxième. Donc ça me semble assez flou et j'ai trouvé ça vraiment très complexe. Et n'étant pas personnellement scientifique, je trouvais ça assez difficile de se faire une opinion personnelle. D'autant qu'il y a énormément d'intérêts à la clé, d'intérêts sociaux, environnementaux, économiques. Le débat est vraiment très complexe. Donc voilà, je vais essayer de rester neutre sur cette partie. Mais on va revenir à la cause numéro 1, l'ennemi numéro 1 des abeilles selon les apiculteurs, à savoir les maladies parasitaires ou virales. Bref, les abeilles sont victimes de prédateurs. Alors, là aussi, la première chose qui vient à l'esprit quand on parle d'abeilles et de prédateurs en Europe, c'est le frelon asiatique. Le frelon asiatique est vraisemblablement arrivé en Europe de Chine en 2004 à peu près. Il se nourrit à 80% d'abeilles butineuses. Il n'est pas vraiment dangereux pour l'homme, il n'est pas plus dangereux qu'une guêpe classique. Et d'ailleurs, c'est étonnant, je ne savais pas, mais la piqûre du frelon asiatique est 10 fois moins venimeuse que la piqûre d'une abeille. Après, évidemment, il faut faire preuve de bon sens. Il faut éviter de s'attaquer, quoi qu'il arrive, à un nid de frelons. Il faut rester vigilant si on est allergique. Enfin, voilà, des précautions de base. Revenons-en à la liste des prédateurs des abeilles. Je vais vous parler maintenant du petit Aetina tumida. C'est sûrement mon préféré. Le petit coléoptère des ruches. Il a un nom très très mignon, mais allez voir les photos, ce n'est pas mignon du tout. Ce sont en fait des larves un peu dégoûtantes qui élisent domicile dans les alvéoles des ruches. Ils vont creuser des petits tunnels. Ces larves, elles vont manger le miel et déféquer dans le miel, ce qui le rend totalement inconsommable, non commercialisable. Et d'ailleurs, s'il y a trop de larves dans les alvéoles, les abeilles décident tout simplement de quitter la ruche, de déménager. Et enfin, on arrive au cœur du problème, je pense, le varroa. Le varroa, le varroa destructeur même, c'est un petit parasite, un peu comme une tique pour un être humain. Il se greffe sur l'abeille et c'est un véritable fléau. Il affaiblit l'abeille, il altère son système immunitaire, il pond ses œufs, je suis désolée, mais il pond ses œufs dans l'abdomen des abeilles domestiques. De nombreux apiculteurs parlent même d'épidémie de varroa. Et en plus, cerise sur le gâteau, le varroa véhicule des virus très dangereux pour les abeilles. Donc en plus de pondre leurs œufs, ils transmettent des virus. Un petit exemple, à Madagascar, en 2010, 60% des colonies infectées par le varroa à l'époque sont mortes, ont disparu.
Enfin, dernier problème et pas des moindres, le varroa a tendance à s'adapter au traitement, à évoluer pour devenir résistant au traitement. Une sorte de sélection naturelle petit à petit où on applique un traitement chimique ou autre sur la plantation, sur la zone où se trouve le varroa. Disons par exemple les 3/4 de la population de varroa meurt, mais il reste quand même un quart qui va se reproduire, et ce quart-là était résistant au traitement, et c'est ce quart-là qui va de plus en plus se reproduire. Donc les survivants, c'est la sélection naturelle. Donc. Bref, et encore, je n'ai même pas parlé des virus pour les abeilles et des champignons qui les attaquent. Pour conclure mon discours, les abeilles, sauvages et surtout domestiques, sont menacées en Europe à plusieurs titres. Peut-être que la prochaine fois, nous pourrons parler un peu de solutions pour remédier à la situation. En attendant, je vais juste mentionner une sorte d'initiative citoyenne qui s'appelle la plateforme API-Vigie. La plateforme API-Vigie qui s'est donnée pour mission de rassembler les informations et de relayer toutes les informations localement sur les abeilles. Par exemple, si un apiculteur en Bourgogne voit que sa ruche est mal en point, il va pouvoir le signaler sur le site internet. Ça permet éventuellement de voir l'éventuelle propagation d'un virus sur un territoire national ou d'alerter les voisins, etc. Et il y a aussi des projets de modélisation, d'analyse dans différentes universités qui sont en cours pour mieux comprendre le phénomène. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur les abeilles. Merci beaucoup pour votre attention.